certainement le sujet numérique le plus polémique du quinquennat, le cloud. Est-ce que nous sommes condamnés à subir la loi des GAFAM? Est-ce que l'Europe peut les concurrencer? Et comment ils ont accepté de répondre aux questions de Sylvain Roland, Caroline Comé-Fregnault qui est à distance et vice-présidente France Benelux et Afrique d'OVH Cloud, Yann Lechel, le CEO de Scaleway, et Cédric Parent qui est le DG adjoint des activités cloud chez Orange Business Services. Ils vous répondent, Sylvain Roland. Merci beaucoup Nicolas, bonjour à tous les trois, merci d'être avec nous pour ce débat sur ce sujet, comme l'a dit Nicolas, assez explosif. Bonjour à Caroline Comé-Fregnault à distance, vous nous entendez bien? Oui, j'espère que vous aussi. Très bien, merci. Alors, on va commencer par rentrer directement dans le débat. La souveraineté, c'est vraiment le sujet chaud du moment. Tout le monde en parle, les candidats à la présidentielle. Ça remet dans l'actualité aussi avec la crise en Russie qui a montré qu'un isolement d'Internet était assez facile à faire au détriment du coup des Russes. Le cloud, c'est une des pièces maîtresses de cette souveraineté numérique et technologique européenne. Et justement, ça a fait l'objet de pas mal de débats ces dernières années. La France a lancé sa propre stratégie dans le cloud, avec une doctrine qui s'appelle la doctrine cloud au centre, et une stratégie cloud de confiance. En Europe, il y a une stratégie européenne, il y a le projet Gaia-X. L'idée, c'est bien sûr de réduire notre dépendance aux Américains sur le sujet. Les Américains, donc les GAFAM, qui pèsent 70% à eux seuls du marché européen du cloud, ce qui laisse donc concrètement des miettes pour les autres. Du coup, pour en débattre, merci d'avoir donc autour de la table 3 acteurs importants du cloud français et européen. Donc évidemment, on ne présente plus OVH Cloud, notre ex-licorne devenue entreprise cotée, donc un des leaders européens du cloud, Orange Business Services et donc Scaleway avec Yann Lechel. Vous partagez d'ailleurs le point commun tous les trois d'être des membres cofondateurs de Gaia-X avec des visions qui ont divergé par la suite. On va y revenir évidemment. Et donc je vais commencer par une question simple à destination de qui veut y répondre parmi vous trois. La souveraineté dans le cloud, est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est une utopie ? Je prends. Allez. Oui, après une introduction, en plus, Sylvain, on vous avait dit que le débat allait être explosif. C'est pas forcément facile de commencer. Alors, il y a plusieurs éléments que je voudrais apporter. Tout d'abord, et surtout quand dans un écosystème composé de start-up dans cet événement, on préfère parler, nous, de confiance que de souveraineté. On ne croit pas, et je pense qu'aucun d'entre nous ici ne croit à un cordon sanitaire qu'on ferait en disant, voilà, on travaille complètement en isolation et totalement en autarcie. Il faut un comportement, on verra, raisonné, et on en parlera juste après, et être assez raisonnable là-dessus. Je pense qu'il y a plusieurs éléments, notamment sur cette confiance. Vous l'avez dit, Sylvain, il y avait Jean-Claude Laroche, qui est le président du SIGREF, qui représente les grandes entreprises, et qui disait 2021 est la grande année, l'année de naissance du cloud souverain et du cloud de confiance. Et d'ailleurs, il disait qu'il préférait parler de confiance numérique que souveraineté. Et vous l'avez mentionné d'ailleurs, dans la doctrine cloud au centre, qui a donné la circulaire de l'informatique en nuage à usage de l'État, on parle également de confiance numérique. Donc il y a un cadre, et si je prends ce dernier élément... C'est quoi la différence ? En fait, je pense que déjà sur le point que je viens de mentionner, sur la confiance et sur la doctrine cloud au centre, il y a deux aspects. Il y a l'aspect de la protection de la donnée, et j'y reviendrai juste après, mais il y a aussi un aspect extrêmement incitatif. Parce que nous, il y a un élément qui nous semble important et qui a fait que ça a un peu freiné les initiatives de cloud souverain et de cloud de confiance avant, c'est qu'on a très souvent opposer d'un côté l'innovation et de l'autre côté la confiance. Et ça, il est clair que quand on oppose, et j'en parle avec d'autant plus de plaisir qu'on a pas mal de start-up ici, quand on oppose innovation et confiance, systématiquement l'innovation gagne, parce qu'on ne bouge pas dans le cloud uniquement pour avoir de la sécurité, on peut très bien le faire sur son propre système d'information, on le fait aussi pour bénéficier d'élasticité, de capacité à innover et de nouveaux services. Et c'est justement là la différence entre la souveraineté qui serait principalement un élément on va dire, de localisation de données et de sécurité. Et d'ailleurs, quelquefois, les GAFAM ont un petit peu joué avec le mot en disant on est sur le territoire français, on a des data centers français et donc on est complètement souverain. Alors que la confiance veut dire que plusieurs choses. Bien sûr, les éléments de sécurité,
Un deuxième élément qui est très important, et ça pour tout le monde, notamment dans le cadre de la protection de la propriété intellectuelle, c'est d'être complètement étanche, complètement protégé des lois extraterritoriales et de toute exposition aux lois extraterritoriales, qu'elles viennent de l'Est ou qu'elles viennent de l'Ouest, mais en tout cas qui sont extra-européennes. Donc ça, c'est un élément important. C'est aussi un élément qui va être lié dans ce cadre-là à la capacité de manager les services. Avoir une donnée qui est souveraine est important, mais si les personnes qui managent et qui gèrent les services et qui gèrent les applications dessus ne sont pas de confiance, on a perdu toute la confiance. Comme je l'expliquais à mon fils, hein, vous savez qu'il y a une phrase d'Einstein qui dit « si vous ne savez pas l'expliquer à un gamin de 6 ans, c'est que vous ne l'avez pas forcément compris vous-même ». Je lui disais, ben voilà, c'est comme quelque chose d'étanche. Si tu rends tout étanche, mais qu'à côté, il y a un petit trou, l'eau passera. C'est exactement la même chose. La souveraineté, la confiance doit s'appliquer aux différentes couches. Et l'un des derniers éléments aussi qui est important, c'est la réversibilité. Et sur la réversibilité, nos grands clients et également tout le secteur public nous disent on veut éviter le vendor locking, c'est-à-dire éviter d'être complètement pieds et poings liés dans le temps à un seul fournisseur d'infrastructures ou de services où on doit être capable de le faire. Et donc, c'est être capable d'apporter sur ces différentes couches. Et si je pouvais juste un dernier élément, parce que mon fils m'a posé cette question, il me dit c'est sympa la souveraineté, la confiance, mais il y a un certain nombre de pays qui sont quelquefois nos alliés, tout ça, est-ce que ça veut dire qu'on est contre ou qu'on est avec et tout ça? Et je lui ai dit, tu sais mon grand, je prends l'exemple, je vais être le témoin d'un de mes potes d'enfance qui était mon propre témoin, ça a beau être mon meilleur ami, je lui donne pas mon code de carte bleue, je lui donne pas mon login et mon password. C'est exactement la même chose, on peut avoir une relation entre guillemets de collaboration sans exposer forcément toutes ces données. Donc la stratégie cloud de confiance, c'est un peu un pragmatisme vis-à-vis de la situation du marché, de l'état du marché aujourd'hui et d'une manière de collaborer efficacement avec ses leaders en fait. Oui, je pense que le sujet, hein, on le disait tout à l'heure, c'est pas le cloud pour le cloud. Hein, je pense que ce soit Yann, que ce soit Caroline ou que ce soit moi, c'est un moyen d'innovation qu'on donne à nos clients. Donc c'est la capacité pour eux d'aller extrêmement vite. Donc il faut s'assurer qu'ils sont protégés. Il faut s'assurer que leurs données sont dans des endroits sûrs, mais il faut aussi leur donner la capacité à innover. Donc ce n'est pas le cloud pour le cloud, l'infrastructure pour l'infrastructure, c'est être capable de fournir les meilleurs services dans un environnement qui est complètement protégé. Alors une réaction, soit Caroline comme Efreniou, soit Yann Nechel. Allez-y Caroline. Oui, je veux bien. Effectivement, chez OVH Cloud, on parle de 2 types de souveraineté dans le cloud. On parle de la souveraineté et des données, et Cédric en a pas mal parlé. Hein. Pour nous, il n'y a aucune négociation, il ne doit y avoir aucun doute sur cette souveraineté-là. Les données doivent être protégées, c'est-à-dire non soumises à des lois extraterritoriales, mais également on doit apporter la garantie à nos clients que jamais on les regardera, on les utilisera pour faire tourner des algorithmes. On sait que c'est des choses qui peuvent arriver. Et donc, et aussi, c'est important, la notion de liberté. On a parlé de réversibilité, mais le client doit pouvoir partir à n'importe quel moment et récupérer simplement, sans des coûts exorbitants, ces données. Donc ça, c'est très très important, il n'y a aucune négociation là-dessus. Au-delà de ça, on parle aussi de souveraineté technologique. Là, aujourd'hui, on voit bien qu'on doit aussi intégrer des technologies américaines. On parlait de performance et c'est quelque chose que l'on fait, mais toujours avec une exigence extrême sur le fait qu'il n'y a pas de mode connecté, que personne ne pourra accéder aux données hébergées, donc chez nous en l'occurrence dans ce contexte. Mais on pense qu'il faut aller plus loin et qu'il faut pousser aussi une souveraineté technologique et qu'il faut stimuler un écosystème européen. Je crois qu'il y a pas mal de startups qui sont présentes aujourd'hui et dans le domaine de la cybersécurité, dans le domaine de la santé, on voit qu'il y a énormément de startups qui sont en train de grandir, de se développer. On a de nombreuses licornes et ça, il faut l'encourager. Car à terme, c'est là aussi que se crée la valeur, c'est là aussi que se créeront les emplois de demain. On sait qu'à horizon 2027, le marché du cloud sera à peu près équivalent à celui des télécoms, avec donc des emplois créés à la clé. Et donc pour nous, c'est important aussi qu'on développe ces emplois à valeur et donc qu'on ait des solutions développées en France et en Europe. Et pour ça, d'ailleurs, nous-mêmes, on fait nos propres développements autour de l'intelligence artificielle. On acquiert des technologies comme on l'a fait avec OpenIO. Et on pense qu'il faut encourager l'émergence de start-up et le développement de sociétés de software européennes.
Alors, dans le cadre de la stratégie cloud de confiance, Orange comme OVH, vous en bénéficiez entre guillemets, parce que du coup, Orange, enfin, pour être clair, la stratégie cloud de confiance permet aux GAFA américains, via leur logiciel, de s'allier à des entreprises de droit français qui ont leur siège social en France pour proposer une solution co-construite qui, du coup, serait protégée du Cloud Act. Alors, du coup, Orange s'est allié avec Microsoft et Capgemini pour créer une co-entreprise qui s'appelle Bleu, dont on parlera plus tard éventuellement. Et OVH Cloud aussi s'est associé à Google dans le cadre de cette stratégie. Donc vous, Scaleway, Yann Echel, vous êtes très critique envers cette stratégie. Vous dénoncez notamment qu'elle n'est pas accessible aux petits acteurs du cloud français et européen. Pourquoi êtes-vous contre ? Alors, j'ai plutôt déconstruit la proposition de cloud de confiance, parce que le terme de confiance signifie confidere en latin, qui signifie avoir foi en quelque chose. Or, cette stratégie cloud de confiance, dans le cadre de la doctrine du gouvernement, tente de traiter le problème précis du Cloud Act, qui est une considération légale. Donc, si le cloud de confiance permet de répondre à cette problématique légale, je considère qu'elle n'est pas de confiance, puisque le cadre légal peut évoluer d'une part, et que l'on ne traite pas la problématique FISA, qui sont le droit d'exploitation des licences. Ce qui pourrait être un problème dans le cadre du montage Bleu Azur, ce qui pourrait être un problème dans le cadre d'autres prestations de logiciels étrangers, américains en l'occurrence, mais pas que. Donc Scaleway se positionne plutôt pour dire que la confiance existe déjà. Je prends un pure player comme OVH, nos collègues, et Scaleway évidemment. Nous sommes des acteurs de confiance depuis plus de 20 ans. Donc, de quel droit est-ce qu'une doctrine gouvernementale redéfinit le terme de confiance ? J'aurais préféré plutôt entendre une définition de ce qui n'est pas de confiance. Ce qui permet de dire qu'en effet, il y a une faille juridique, par exemple dans le cadre des lois extraterritoriales, ou alors qu'il y a en effet des failles de sécurité. Là, on peut parler de Secnum Cloud. Donc, nous ne sommes absolument pas opposés à l'existence de modèles comme ce que va proposer Bleu Azur. C'est merveilleux parce que ça répond aussi à des considérations techniques pour un point juridique, donc une exploitation locale et une séparation quelque part de la maison mère du logiciel initial. Donc ça, c'est un montage qui a le droit d'exister et qui a ses mérites. Et je pense que la doctrine, même si elle est merveilleuse dans le sens où la France a besoin de rattraper son retard dans l'adoption du cloud, nous sommes derrière l'Angleterre, nous sommes derrière l'Allemagne sur ces sujets, évidemment derrière les États-Unis. Eh bien, cette doctrine a créé une espèce d'injonction contradictoire autour d'un prérequis, le Secnum Cloud, pour obtenir le fameux cloud de confiance. Et cette annonce a été faite de manière fracassante en mettant en avant des solutions qui n'existent pas encore, alors qu'il existe bel et bien des acteurs pure players dans lesquels nos clients, depuis des décennies, ont confiance. Donc on s'oppose surtout à cette mise en avant qui prétend faire du en même temps, alors qu'elle met en avant une solution hypothétique et met en arrière l'existant de solutions que j'appellerais véritablement souveraines. Alors qu'est-ce que c'est que la souveraineté ? Vous posiez la question initialement. Encore une fois, il faudrait définir ce qui n'est pas souverain. Ce qui est souverain correspond finalement au domaine du régalien. Et donc, est-ce que le cloud est souverain ? Est-ce qu'il existe un cloud souverain ? Non. Mais aux États-Unis, est-ce que l'on questionne la souveraineté de Microsoft ou de Google ou d'AWS ? Non, puisque ce sont des entreprises américaines sur le sol américain. Donc ces entreprises fournissent aux États-Unis de la souveraineté. Avec les parts de marché que nous avons en Europe, force est de constater que nous n'avons pas de souveraineté. Donc moi, ce qui m'intéresse dans l'argument, si on veut aller sur le terrain sémantique, c'est de déconstruire le terme et dire qu'est-ce que l'on pourrait considérer comme acteur souverain si, par exemple, nous étions en conflit généralisé. Est-ce que le gouvernement français peut s'approprier les services des acteurs locaux ? En l'occurrence, OVH, oui, probablement. Scaleway, probablement. Je parle pour OVH, mais Caroline, je vous laisse répondre là-dessus, évidemment. Mais pour Scaleway, évidemment, nous pourrions être réquisitionnés parce que nous maîtrisons la totalité de la chaîne de valeur, du data center jusqu'au logiciel. Et donc, c'est en ça que Scaleway est un acteur parfaitement souverain dans sa potentialité. Ce qu'il conviendrait d'avoir comme véritable débat, c'est d'améliorer notre souveraineté en matière de part de marché. Aujourd'hui, c'est trop faible. Donc, ce que vous dites, c'est que le risque juridique n'est selon vous pas écarté avec cette stratégie. Donc, je voulais peut-être réagir Orange et OVH Cloud. Caroline, vas-y.
Tu veux? Oui, juste peut-être rapidement. Alors bon, c'est vrai que le portefeuille de solutions est en train d'émerger sur Secnum Cloud. Néanmoins, on est plusieurs cloud providers à avoir cette qualification et à être capable d'apporter des solutions donc, qui sont qualifiées. Après, pour nous, le message quand même très positif, et je pense que l'État français a été un peu à la pointe par rapport à d'autres États européens sur cette préoccupation d'intégrer dans sa commande des enjeux de souveraineté. Et donc ça, c'est quand même quelque chose de positif parce qu'avant, finalement, c'était la porte ouverte à toutes les solutions et les GAFAM étaient très présents aussi dans les ministères, ils le sont toujours. Mais là, du coup, ça donne un cadre, ça donne une direction et ça sensibilise les acteurs à ces enjeux de souveraineté, de non-soumission aux lois extraterritoriales. En plus, c'est vrai que ça apporte des couches de sécurité qui sont apportées par la qualification Secnum Cloud et on voit que dans un monde de cyberattaques, c'est extrêmement important aussi d'augmenter le niveau de sécurité, en tout cas pour des données qui sont sensibles. Ce qui est soulevé aussi dans ce débat, c'est la place des GAFAM dans cet écosystème et la capacité de l'écosystème français et européen à fournir une même qualité de service, disons, que les acteurs dominants américains. D'ailleurs, le propre ministre du numérique, Cédrico, avait dit lors de la présentation de la stratégie Cloud de confiance que les Américains fournissaient le meilleur service, ce qui avait été très critiqué par l'écosystème français et européen. Donc en fait, l'action centrale, c'est la place qu'on accepte de laisser aux GAFAM. Mais en fait, je pense que pour répondre déjà, je pense qu'on peut tous avoir sa définition sur la partie confiance et sécurité. Et là, en l'occurrence, comme le disait Caroline, c'est pas tant à la fois la définition d'Orange, d'OVH, de Scaleway ou d'autres. Quand on discute avec l'ANSSI, il y a les éléments effectivement de non-exposition aux lois extraterritoriales. Il y a certes l'aspect légal, mais il y a également l'exécution d'un point de vue technologique. C'est-à-dire qu'il y a la protection et les moyens qui permettent l'impossibilité technique de le faire. Il y a également le fait de Secnum Cloud, sur lequel, que ce soit sur le FISA Orders ou autre, c'est extrêmement étudié. Et donc nous, on trouve que l'État français, là-dessus, par l'ANSSI, est extrêmement bien placé. Ce n'est pas l'avis d'Orange, ce n'est pas l'avis d'OVH, ce n'est pas l'avis de Scaleway, c'est l'avis de l'ANSSI qui, à mon avis, est en tout cas, tout du moins assez respectable. L'autre élément qui est important, c'est que ce soit dans la stratégie, je prends l'exemple d'OVH ou nous, il n'y a pas une seule réponse aujourd'hui. Je ne crois pas. Déjà, une seule définition de la souveraineté de la confiance, que ce soit une PME ou que ce soit un opérateur qui gère des données nucléaires ou des centrales nucléaires, on n'a pas besoin exactement du même niveau de confiance. Que ce soit une super start-up qui a besoin de protection de sa propriété intellectuelle ou que ce soit, par exemple, une administration ou un acteur de la défense et un fournisseur de la défense qui aurait besoin d'éléments pour la classification de ces données, ce n'est pas le même système de confiance. Donc je pense qu'il faut avoir, au-delà des théories ou des points qu'on pourra avoir là-dessus, une approche pragmatique et de réelle politique sur le sujet. Et donc nous, si on regarde aujourd'hui, on a plusieurs types de solutions sur la confiance. On n'a pas attendu, même si bleu est un élément important, c'est l'une des couleurs de l'arc-en-ciel qu'on va... Alors, je n'ai pas de jeu de mots entre bleu, orange sur le sujet, mais c'est l'une des couleurs de l'arc-en-ciel qu'on peut fournir. Et l'autre élément qu'a mentionné Caroline, et merci de m'y avoir fait penser, c'est que et donc Scaleway et OVH sont sur une vingtaine d'années là-dessus, et Orange, c'est encore plus long. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Orange gère 280 millions d'utilisateurs, d'abonnés dans le monde. 280 millions dont on a les données bancaires, l'identité et ce genre de choses-là. Et vous le savez, il y a quelqu'un qui disait quand vous ne payez pas un service, c'est que vous êtes le produit. Et donc nous, on gère l'ensemble de ces données et on n'a jamais utilisé ces données à des fins commerciales. On n'a jamais utilisé ces données pour faire en sorte que l'utilisateur devienne à ce moment-là le produit. Donc c'est très ancré depuis le départ dans les ADN d'opérateurs et encore plus dans les ADN de France Télécom et d'Orange. Une réaction peut-être, Yann ? Oui, alors là où on se rejoint, c'est qu'il y a en effet plusieurs nuances de confiance, par exemple, même si je critique la sémantique en particulier, mais le problème de cette doctrine, c'est qu'elle est assez binaire. Et elle a créé un flou en créant une injonction contradictoire, en appelant des solutions qui n'existent pas encore. Sauf si je me trompe, il me semble que bleu n'est pas encore disponible. Et donc, le marché est perdu. Les acheteurs attendent cette solution miracle alors que ces solutions existent. Donc moi, je trouve qu'il y a un problème
local sur cette volonté de faire avancer les choses et pour autant d'attendre une solution idéale sur les solutions les meilleures soi-disant. Il y a un mythe en France sur le cloud, c'est que nous sommes 10 ans en retard. Ce mythe, il faut absolument le combattre parce qu'il mélange deux choses. La première, c'est la demande. Sommes-nous en retard sur la consommation du cloud en France? Oui. Est-ce que c'est de 10 ans? Non. Disons plutôt 5 ans. Mais si l'on sépare cette problématique de retard entre l'offre et la demande, l'offre n'a pas 10 ans de retard. Parce que très souvent, on va nous dire, oui, mais vous n'avez pas dépensé les dizaines de milliards qu'il convient de dépenser dans les data centers à travers le monde. Ah oui, mais si on parle de souveraineté, on parle bien que de la France. Donc le retard au niveau de l'offre ne se mesure pas en milliards et il se mesure peut-être au niveau de la fonctionnalité. Donc on évoquait tout à l'heure cette notion de catalogue et de richesse du catalogue. Eh bien aujourd'hui, puisque nous sommes en retard sur la partie demande, eh bien il ne suffit que de 20% du catalogue pour répondre à 80% des besoins. Donc en réalité, nous avons absolument tout ce qu'il faut ici en France pour répondre à nos besoins. Y compris pour les acteurs stratégiques comme des acteurs de l'énergie, l'État, etc. Très probablement, mais il faudrait qu'il y ait cette volonté politique. Or, la volonté politique a été avant toute chose de rassurer les acteurs existants par rapport à des fournisseurs existants. Donc c'est là tout le sujet. C'est est-ce qu'on a la volonté politique pour, en même temps, pour faire du vrai en même temps, c'est-à-dire développer le tissu industriel local et évidemment continuer de travailler avec les acteurs existants dominants. Ce n'est pas mutuellement exclusif. Or, il me semble que la situation a été largement biaisée dans le sens du statu quo. Vous voulez réagir, je crois. Ouais, il y a des éléments. On est un peu comme dans un orchestre de jazz, vous savez. On joue pas tout à fait de la même façon, on peut avoir un peu de l'improvisation, mais en tout cas, on est sur le même rythme et on a le même objectif, que ce soit avec Caroline ou Yann. Je pense qu'il y a un élément sur lequel on se rejoint, deux éléments. Clairement, on n'est pas forcément en retard. Et si vous regardez un certain nombre d'entre nous, que ce soit dans les classements Gartner, que ce soit dans les classements Forrester, on voit apparaître notamment nos entreprises maintenant comme des leaders du cloud, et y compris comme des leaders mondiaux. Il y a quelques années, nous, on a été Rising Star of the Year mondial par un organisme américain qui s'appelle ISG. Là où je rejoins complètement Yann, c'est que je pense que le déficit n'est pas tant sur l'offre qu'effectivement sur la transformation et la demande qui a eu lieu. Et je pense que on peut être pour ou contre, et je vois qu'on a un petit écart sur la doctrine cloud au centre, mais en tout cas, elle a réveillé énormément. On a eu énormément de conversations avec les clients. Donc effectivement, il y a des offres qui sont dispo, d'autres qui ne sont pas dispo et d'autres qui viendront. Et donc ça, on a eu énormément de discussions avec les plus grandes entreprises françaises, c'est ce qui sont jugées les plus vitales et les plus essentielles dans la plus stricte définition du sujet, que ce soit avec ce qu'on appelle les C-level et quelquefois les CEO, des très très grandes entreprises. Et on voit que ce n'est plus une question de technologie, mais vraiment une question de business, une question d'accélération. Et donc, qu'on soit pour ou contre, j'accepte tout à fait qu'on puisse avoir un avis différent. En tout cas, je pense qu'on sera tous d'accord sur le fait que ça a été un peu comme un wake-up call. C'est-à-dire, ça a vraiment remis sur le devant de la scène cette question qui avait été un petit peu oubliée. Quelquefois, certains l'avaient même dit, bon, c'est fait, la bataille est perdue. Non, la bataille est absolument pas perdue. Au contraire, on peut avoir des façons de la conjuguer et d'y répondre qui sont un petit peu différentes, mais en tout cas, on a tous les trois la volonté d'y arriver. Du coup, quand le ministre du numérique, Cédrico, dit que les Américains sont les meilleurs, est-ce que les trois acteurs du cloud, OVH Cloud, Orange et Scaleway, le prennent pas un petit peu mal ? Mais en fait, on revient à une question de définition, là, pour le coup. C'est-à-dire que le cloud, c'est plein de couches. Si on regarde la partie qui s'appelle le compute et le storage, c'est-à-dire la capacité de calcul et la capacité de stockage, dans la totalité d'un applicatif d'une client ou d'une solution, d'une grande entreprise, ça va peut-être être 10%, 5 à 10%. Donc la question, je pense que ce qu'a voulu dire le secrétaire d'État là-dessus, c'est qu'il y a des briques technologiques sur lesquelles ils sont forts. Ça fait 50 ans pour certains d'entre eux qui le développent, 50 ans de développement sur le sujet, quelquefois des centaines de millions d'euros d'investissement par jour. Bon, ben voilà, c'est une brique technologique qu'il faut utiliser, mais qu'il faut savoir conjuguer pour la rendre, on va dire, compatible avec la volonté européenne de protéger les données et de se protéger également de toute loi et d'exposition à la loi extraterritoriale. Je pense que c'était ça. Il y a certaines briques, on n'a pas besoin de refaire des choses qui ont été développées depuis 50 ans. Par contre, il y a d'autres choses sur lesquelles on va beaucoup plus vite et sur lesquelles on est meilleur. Et justement, vous voulez réagir peut-être ? Oui, parce que
Pardon. Caroline, allez-y, Caroline. Non, Caroline. juste pour dire oui, non, je suis d'accord avec Yann. On parle souvent du catalogue des GAFA, mais quand on regarde, et on a fait des études avec KPMG pour voir ça, en fait, une petite partie est utilisée et cette partie-là, c'est celle qu'on va proposer à nos clients. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait des partenariats technologiques, comme on l'a fait avec MongoDB pour avoir des solutions en matière de base de données en mode souverain. Et donc, l'offre, elle est là. Maintenant, c'est une question de volonté, parce que même si la doctrine de l'État, elle va dans le bon sens, aujourd'hui, la commande publique vers les cloud providers français, européens, elle n'est pas encore massive. Et si on va chercher un petit peu plus loin les entreprises stratégiques de l'État, on a vu beaucoup d'annonces dans la presse que massivement aujourd'hui ils se sourcent chez les GAFAM, alors que c'est des entreprises dans lesquelles l'État est extrêmement présent. Donc il y a quand même un gros travail à faire pour cheminer un certain nombre de commandes vers des cloud providers français et européens. Et c'est grâce à ça aussi qu'on arrivera à faire en sorte que ces cloud providers auront les moyens aussi de se développer, de faire de la R&D, de croître et d'avoir une approche européenne. Donc, même si il y a eu cette doctrine, nous, on est en attente d'actes et de volume, de manière à ce que globalement on puisse se financer. Et là où je rejoins Yann, à partir du moment où on est un acteur européen, en tout cas, et là en l'occurrence dont le siège est en France, on n'est pas soumis aux lois extraterritoriales et donc notre cloud est un cloud de confiance par définition. Secnum Cloud, ça permet d'aller un niveau plus loin en matière de sécurité. Oui, je voulais réagir sur le point du coup de projecteur sur le cloud. On ne peut pas reprocher à ce gouvernement d'avoir traité le sujet. Au contraire, ils ont été extrêmement actifs sur le sujet. Et donc ça, on peut s'en féliciter, on peut les féliciter d'avoir fait ce travail, même si je trouve que la copie mérite d'être revue dans le prochain quinquennat, justement pour dynamiser cette partie des acteurs locaux. Parce qu'il y a beaucoup à faire. OVH a réussi son IPO. Scaleway est sorti du marché public puisqu'Iliad n'est plus coté en bourse. Mais pour autant, ces acteurs existent et méritent d'être développés pour leur capacité réelle, intrinsèque, endogène. Sur la notion des meilleurs, alors évidemment, c'est assez facile d'utiliser ce terme bateau. Oui, ces acteurs sont les meilleurs en matière d'optimisation fiscale. Bon. Évidemment, ce n'était pas ce qui était signifié. Qu'est-ce que ça veut dire meilleur ? Eh bien, meilleur, ça veut aussi dire, et ça, on peut les féliciter, ces acteurs américains dominants, c'est qu'ils sont les meilleurs dans la captation de la valeur. Ils créent du logiciel à forte valeur ajoutée et ils rapatrient toute la valeur aux États-Unis, ce qui améliore leur balance commerciale. Eh bien, en France, en Europe, nous n'avons pas pour habitude de capter cette valeur sur le numérique. On laisse partir la valeur plutôt vers la Californie. Et il est temps de se saisir de cette valeur et de s'approprier ce cercle vertueux qui consiste à créer de la technologie de manière endogène, de créer du logiciel qui va générer des emplois à forte valeur ajoutée et qui vont permettre à la France et à l'Europe de redresser un petit peu ce déséquilibre fondamental, puisque lorsque et ça faisait partie d'une étude Scale Up Europe qui a été commissionnée par l'Élysée, moins de 1% des achats des grands groupes concernent des technologies européennes, moins de 1%. Alors justement, il y a un gros enjeu en Europe en ce moment de développer un écosystème européen du cloud. Vous y contribuez tous les trois à votre manière d'ailleurs. Il y a plusieurs leviers d'action, donc il y a à la fois favoriser les acteurs locaux, il y a aussi la question de la réversibilité et du multi-cloud qui permet aussi de cumuler les offres et donc de favoriser de fait les acteurs français et européens. Donc sur la stratégie européenne, vous êtes tous les trois membres cofondateurs de GaiaX. Donc pourquoi est-ce que vous avez rejoint ce projet et pourquoi Scaleway vous en êtes parti en un petit peu claquant la porte aussi? Alors peut-être on va commencer par Orange et OVH Cloud. Pourquoi GaiaX est important pour vous? Je pense qu'on est important pour nous et ça nous tenait à cœur. Forcément, GaiaX est perfectible comme tout. Il a donné un coup de projecteur, je pense que c'est bien. Il a fédéré des énergies, je trouve que c'est top. Et puis il a également fédéré des énergies à la fois de fournisseurs, mais également, on va dire, d'utilisateurs et d'entreprises dès le départ qui étaient utilisatrices. On a vu notamment dans le domaine industriel et bancaire des gens qui étaient impliqués en tant que membres fondateurs de GaiaX. Et moi, on parlait tout à l'heure d'avoir un avis sur un sujet ou un autre. J'aime toujours avoir au cœur de la réflexion, au cœur de ce qu'on dit, le client. Et donc, c'était important pour nous de faire partie sur ce sujet-là. On commence aussi, on peut reprocher tout à la fois à GaiaX d'avoir beaucoup de membres.
Et de l'autre côté, moi je dirais ce qui est top, c'est qu'il y a beaucoup de membres. Ça prouve en tout cas le fait qu'il y a un vrai intérêt. Et je crois qu'il y a 374 membres. Alors c'est pas toujours facile de gérer, mais en tout cas, ça prouve le succès et l'intérêt qu'ont toutes les entreprises sur le sujet. Après, ce qui peut donner raison dans le temps ou pas, c'est les réalisations. Et on commence à avoir des réalisations concrètes. Hein. Vous avez peut-être vu ces dernières semaines, par exemple le Hack Data Hub, qu'on a réalisé avec des technologies, donc des offres là pour le coup. Avec certains partenaires, comme une superbe start-up qui s'appelle Dawex, qui gère tout le transfert de data, dont je salue le CEO, qui est un sérieux entrepreneur. Et c'est une très très belle pépite sur laquelle on a géré avec nos offres de cloud de confiance la partie stockage, mais on a travaillé également sur la blockchain et qui permet à toute la filière agricole de se construire ce repository de données, puis également une traçabilité. Et d'ailleurs, ça a été pas mal communiqué, pas mal salué lors du Salon de l'agriculture. Donc ça prouve que ce sujet est important. Et d'ailleurs, au passage, si on regarde, beaucoup de révolutions technologiques, on se souvient à l'époque du machine to machine qui est devenu l'IoT après. Le monde agricole, contrairement à tout ce que les préjugés qu'on pourrait avoir, est souvent extrêmement moteur et innovant et précurseur sur ce type de sujet-là. Et donc là, c'est l'une des réalisations. On aurait pu citer aussi ce qui se passe. Hein, on travaille avec le CNES sur la gestion et l'exploitation des données spatiales. Ça, c'est également quelque chose qu'on peut mettre au crédit de Gaia-X. Caroline ? Oui, peut-être pour compléter. Donc effectivement, on est membre fondateur et engagé dès le début. On pense que c'est une bonne initiative, évidemment, à la fois parce que ça fédère des énergies autour des hubs sur des enjeux métiers et qu'on voit que pour des raisons de performance économique, les entreprises ont besoin de pouvoir partager des données dans un contexte de confiance, donc comme c'est le cas dans l'énergie, la finance, le transport, mais aussi parce qu'on a besoin d'apporter de la clarté par rapport au niveau de confiance. On en a beaucoup parlé de souveraineté des offres. Et donc pour nous, il y a un sujet qui est très très important, qui est celui de la labellisation. Donc il y a des groupes de travail et on doit avoir un output, quelque chose qui doit sortir courant mai. Et donc on va être très vigilant à cette notion de labellisation et au fait que ça apporte vraiment une clarté, y compris en incluant la notion d'extraterritorialité. Autant vous dire qu'il y a beaucoup de discussions sur ces sujets-là, mais dans les labels qui sortiront. L'objectif, c'est vraiment d'apporter de la clarté aux utilisateurs, aux consommateurs des technologies cloud à travers cette notion de labellisation et de standard qui est développée par Gaia-X. Et bien sûr, il y a aussi les engagements. Et là aussi, on sera vigilant à ce que vraiment les acteurs rentrent dans cette logique de réversibilité, de transparence, de manière à ce qu'il n'y ait pas de vendeur lock-in. Donc voilà. Donc les ambitions sont là. Maintenant, il faut qu'on passe à des phases de décision et puis derrière de réalisation pour que ça devienne concret et que ça soit lisible pour l'ensemble des acteurs du marché. Yann Echel ? Alors oui, nous étions évidemment fondateurs et membres du board, d'ailleurs, du comité initial, parce qu'évidemment, les valeurs proposées par Gaia-X étaient essentielles, notamment sur les data space, pour qu'il y ait une réversibilité et une capacité de partage, justement, pour créer de la valeur au niveau des data. L'impulsion était allemande. Cette initiative avait le mérite de se focaliser sur la data, puis finalement sont venus les acteurs du cloud. Donc Scaleway faisait partie des membres fondateurs et nous étions en tout cas déjà opposés à ce que les Américains en particulier rentrent dans le board, dans la gouvernance. Et donc j'ai exprimé assez fortement mon désaccord alors que le board, de manière générale, souhaitait faire rentrer ces acteurs dans le comité. Finalement, ils ne sont pas rentrés, donc j'ai eu gain de cause, parce que je craignais que l'influence soit trop forte. Ça, c'était il y a plus d'un an et demi. Finalement, le board a été renouvelé et j'ai senti que l'influence, d'une part, très indirecte, puisque ce n'était pas vis-à-vis du board, mais vis-à-vis des comités techniques, et la participation des acteurs cloud restants, puisque nous avions décidé de quitter assez récemment, ne faisait plus aucun sens. C'est-à-dire que pour moi, Gaia-X devrait traiter le sujet de la data, et uniquement de la data, par les acteurs qui fédèrent et qui génèrent de la data, et imposer aux acteurs du cloud la copie dont ils ont besoin pour la réversibilité. Scaleway est un acteur qui est parfaitement en phase avec la notion du multi-cloud. Donc nous sommes Gaia-X by design, par défaut. Gaia-X aujourd'hui ne nous sert pas à grand-chose parce que nous constatons qu'il y a une latence phénoménale. La notion de label
a mis un temps fou alors qu'il n'y a pas de production de code. Ce label ne va être finalement qu'un Reddit par rapport à ce que pourrait donner un Secnum Cloud ou un équivalent européen via l'ENISA. Donc voilà, on trouve que Gaia-X, en tout cas, ne permet pas à Scaleway de jouer la carte que nous sommes en train de jouer, c'est-à-dire notre vélocité. Notre vélocité est celle qui est attendue par nos clients, qui est attendue par le marché français, qui est attendue par l'Europe. Donc Gaia-X, quelque part, est quelque chose qui me semble être ce qu'on sait très bien faire en Europe, c'est-à-dire des super gros comités avec beaucoup d'acteurs qui ont envie de dire des choses et de concevoir des choses de la manière la plus parfaite qui soit, alors que le marché a besoin d'acteurs véloces. Donc nous avons une croissance sur le cloud public qui est absolument phénoménale à 3 chiffres l'an dernier en 2021. On va se focaliser sur notre vélocité, sur notre capacité de fournir du service à nos clients français, européens et au-delà. Et je pense que ce que fait Gaia-X aboutira ou pas. De toute manière, c'est une structure qui accueille tout le monde à tout moment, donc on peut à tout moment décider de revenir, bien évidemment. Mais aujourd'hui, nous sommes focalisés sur les vrais enjeux de multi-cloud, les vrais enjeux de réversibilité, notamment autour de sujets qui sont particuliers, qui ne sont pas traités par Gaia-X, parce que la réversibilité théorique, c'est une chose sympathique. Mais lorsqu'il y a du lock-in par le biais de leviers tels que les crédits cloud, qui créent des prix négatifs, et les frais digress qui empêchent les acteurs de sortir leurs données d'un acteur donné, eh bien, là sont les vrais enjeux, là sont les vrais sujets qui nécessitent du lobbying actif, qui nécessitent d'aller à la Commission européenne pour expliciter ces mécanismes et pour pouvoir créer un vrai champ compétitif européen qui permettra ultimement la réversibilité. Alors, les crédits cloud pour la défense des GAFAM, OVH Cloud en fait aussi, et tous les acteurs du cloud en font. Mais nous sommes obligés. Nous sommes obligés parce que les startups nous disent « Ah ouais, mais sans crédit cloud, je ne peux pas démarrer mon projet. Combien vous me donnez ?» Donc le sujet, c'est de réussir à créer une offre. Juste pour préciser, les crédits cloud, c'est quand un acteur fournit un service gratuit pendant généralement 6 mois ou 1 an avant de le faire payer. 1 an, jusqu'à 100 000 €, voire plus. Évidemment, en informatique, lorsqu'on s'engage dans un projet et que l'on commence à développer une architecture, eh bien, lorsqu'on a utilisé un service pendant 6 mois, 1 an, c'est trop tard. Il n'y a pas de réversibilité d'un point de vue de l'architecture parce que la start-up galope. Elle n'a pas le temps de revenir en arrière. Et donc, ce genre de mécanisme s'apparente à une piqûre de drogue dure. On n'en revient pas. Et donc, ces crédits cloud devraient être négatifs, enfin annulés. Est-ce que vous partagez ce point de vue, Cédric ? Jusque drogue dure, je n'irai pas. Il faut avoir un peu de raison sur ce type de sujet-là, notamment. Je pense que nous, on est engagé dans Gaia-X depuis le départ et on peut se dire, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher, c'est un autre sujet. La vélocité est effectivement un élément important. À rien délivrer, moi je m'inscris en faux là-dessus. Hein. Un exemple n'a jamais valu de démonstration, mais un contre-exemple peut le faire. Et les 2 contre-exemples que je vous ai donnés, on aurait souhaité en avoir beaucoup plus, c'est clair, c'est ce que je partage. Moi, le cloud, c'est la vélocité, c'est la rapidité. Mais déjà, on voit, et dans ces 2 projets, et notamment celui sur le Hack Data Hub, une entreprise, une petite entreprise, je crois, qui fait une 20aine ou une 30aine de salariés comme Dawex, est embarqué et permet justement d'aller traiter des sujets qui sont extrêmement importants. Je pense que le gros sujet pour nous, pour l'économie européenne, hein, on parlait des crédits cloud, mais ça pourrait se permettre de l'autre sujet, c'est aussi à quel point on encourage maintenant à la transition vers le cloud. Je pense qu'on n'a pas suffisamment et assez rapidement transitionné sur le cloud, alors qu'on a des champions. Hein. En tout cas, on fait tout pour l'être, que ce soit Scaleway, nous ou OVH. On investit énormément. Hein. On a fait du M&A. Hein. On a acheté une entreprise qui était vue comme le cool vendor du Gartner, qui s'appelle Basefarm, hein, qui était localisée aux Pays-Bas, mais surtout en Norvège, en Suède, en Allemagne et en Autriche. Et vous savez que la Suède et la Norvège sont des pays qui ont transitionné extrêmement rapidement vers le cloud et qui ont fait des grands champions du numérique. Hein. Si on prend Skype est né de gens venant des Nordiques, et puis Spotify est suédois. Et donc il y a une vraie transition. Et pour nous, c'était important d'avoir ces compétences et de pouvoir les embarquer. Et puis la réversibilité, on est tous d'accord, c'est extrêmement important d'éviter le vendor locking. Et c'est au cœur de notre stratégie, en tout cas. Il y a des technologies qui permettent de le faire. Moins simple
en réalité qu'elles le sont sur le papier, comme la containerisation et toutes les technologies autour de Kubernetes, qui permettent de le faire. Et donc, c'est justement notre rôle à nous, de cloud service provider multi-cloud, d'être capable d'aider les clients de migrer d'une technologie à une autre, que ce soit pour des questions fonctionnelles, que ce soit pour des questions législatives, pour des questions de temps de latence, que ce soit pour des questions de sécurité, que ce soit pour des questions fonctionnelles, mais également de négociation ou de résilience. On sait que de plus en plus, avant le cloud, c'était quelque chose où on développait ces nouveaux applicatifs, c'était pas très grave. C'était pas le cœur du réacteur d'une entreprise. Maintenant, c'est les workloads, les applications critiques des entreprises qui mettent là-dessus. Donc, si jamais ça tombe, si l'applicatif, le data center tombe, automatiquement, c'est le cœur du réacteur de l'entreprise qui va tomber. Et donc, cette stratégie multi-cloud permet également aussi d'assurer une continuité de service qui est le grand sujet. Une réaction, Caroline? Oui, peut-être sur l'accompagnement des startups. C'est vrai qu'on a tous un startup programme, on les accompagne et heureusement aujourd'hui d'ailleurs qu'on est là pour le faire parce qu'on était peut-être beaucoup moins présents il y a une dizaine d'années et donc énormément de nos grandes licornes aujourd'hui ne sont pas forcément sur des clouds européens. Donc aujourd'hui on est là, on est présent pour les accompagner. C'est vrai que ce serait bien d'avoir un cadre à cela pour pas que ça, que ça soit équitable. Après le vrai sujet derrière, c'est la réversibilité dont on a parlé et donc le fait d'utiliser un maximum, en tout cas nous c'est ce que l'on promeut, de solutions de type open source. On utilise OpenStack pour notre public cloud ou des solutions qui après peuvent se porter dans d'autres environnements. Parce que voilà, l'accompagnement des startups, ça nous paraît clé. Ce qu'on voudrait, c'est que ces startups commencent sur des solutions de confiance et souveraines. Et bien souvent, j'ai eu l'occasion de discuter avec pas mal d'entre elles, au début, elles sont conscientes de ces enjeux de réversibilité, mais elles sont dans une course au temps, donc elles ont tendance à utiliser un ensemble de fonctionnalités et d'outils qui sont proposés par les GAFAM, qui sont propriétaires. Et une fois qu'ils ont développé leur plateforme, ça devient extrêmement difficile de migrer vers un autre environnement. Donc c'est pour ça que voilà, il faut qu'on arrive à mettre tout le monde au pas sur ces enjeux de réversibilité pour que les technologies soient ouvertes et favoriser le choix, la liberté après de changer de fournisseur. Parce qu'un certain nombre, et il y a eu pas mal de débats sur le sujet d'articles, de SaaS providers sont en train de se rendre compte qu'une grosse partie de la valeur est aujourd'hui prise par un certain nombre de cloud providers. Et ça pose des questions aussi, parce que une fois qu'ils sont loqués, les prix augmentent et les changements de technologie sont extrêmement difficiles. Oui, juste pour compléter, Caroline, sur la quantité de French Tech qui est développée sur de la technologie à 3 lettres américaine, on parle de 75%. Hein. C'est-à-dire que nos licornes, le futur de la technologie française est développé sur une couche basse, le sous-jacent qui capture l'essentiel de la valeur à terme, va directement alimenter des caisses d'acteurs qui sont déjà dominants. Donc c'est ce phénomène qu'il faut inverser. Et l'idée n'est pas de dire il faut acheter français ou acheter européen. L'idée est plutôt de dire comment est-ce qu'on fait pour rééquilibrer tout cela, pour qu'il y ait plus de souveraineté, plus de création d'emplois à valeur ajoutée localement et plus de maîtrise locale, justement. Donc le Buy European Act que certains candidats à la présidentielle veulent voir arriver dans le prochain quinquennat, c'est pas forcément la solution pour rééquilibrer le marché? Si, ça fait partie des outils. Mais on est dans une Europe qui structurellement est plutôt ultralibérale sur les sujets de la préférence. Je considère que l'on devrait être capable de mettre en œuvre une espèce de protectionnisme libéral tout à fait normal, ce que font les États-Unis d'ailleurs très bien. Donc il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas mettre en place à la fois des réglementations, mais surtout des réflexes. Pourquoi travailler avec des acteurs extraterritoriaux s'il existe en effet? C'est à nous de démontrer qu'on a les solutions qui vont bien. D'accord? Mais elles existent, ces solutions, et elles sont performantes. Donc s'il existe des acteurs avec des solutions performantes, alors il faut peut-être par défaut avoir le réflexe d'acheter un peu plus local, justement sur ces sujets tellement importants pour la société française. Caroline ou Cédric, quelles seraient les urgences en matière de régulation pour le prochain quinquennat? Non, je pense qu'on est parti. Vas-y, excuse-moi Caroline, tu voulais peut-être commencer? Non, mais on a des choses qui vont aboutir sur cette partie de réglementation. Donc, on a parlé un peu du Digital Market Act qui devrait arriver,
y a un certain nombre de décisions prises et qui va sortir. Moi, je pense que ce qui est important aussi, c'est d'avoir une approche européenne, parce que le marché français est quand même assez limité. Et si on veut avoir des effets d'échelle qui sont importants dans le domaine du cloud, il faut penser européen. Et d'où l'importance de la démarche de l'ENISA, qui est l'équivalent de l'ANSSI au niveau européen, pour avoir aussi des qualifications européennes en matière de sécurité et de protection vis-à-vis des lois extraterritoriales. Donc voilà, moi je dirais que la réglementation, elle doit être au service aussi des entreprises d'ailleurs, parce que l'objectif c'est de protéger les données des acteurs importants sur le plan économique et aussi de favoriser l'essor d'un cloud européen. Voilà. Moi je dirais que c'est conjugué, c'est walk the talk, ou comme on dit dans le Nord, quand tout est dit, rien n'est fait, c'est-à-dire arriver à conjuguer maintenant et à mettre en pratique ces définitions qui ont été faites. C'est les réalisations. C'est uniquement dans les réalisations qu'on verra toutes ces régulations, ces définitions, ces normes, ces doctrines, à quel point elles ont été appliquées. C'est l'application qui donnera raison à ce mouvement. Merci beaucoup, nous arrivons au terme de ce débat. Merci à tous les trois pour votre présence et vos arguments. Et on continue donc le débat, sûrement il va suivre dans les prochaines années, sans aucun doute. Merci beaucoup Sylvain Merci. Roland. Merci madame, merci beaucoup messieurs. On peut vous applaudir. Merci d'avoir accepté l'invitation de la tribune et de ses partenaires.